Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment initialiser un projet Supabase. Alors Supabase déjà, c'est quoi? C'est une base de données Postgre principalement, mais c'est plus largement un BAS, un BAAS, un Backend as a Service, qui nous permet de faire plein de choses. Alors, backend c'est beau. Il y a une API, vous pouvez faire tous vos appels, vous pouvez appeler directement depuis votre front sans passer par une application intermédiaire et autres. Il permet aussi de gérer toute l'authentification, et ça c'est pratique, du Magic Link, du SSO. C'est-à-dire que le Magic Link, vous allez mettre votre mail, on va vous envoyer un email avec un lien de connexion qui sera que pour vous pour le coup et utilisable une seule fois. Vous allez avoir du SSO comme je disais, on peut se connecter via Google, Apple, Facebook, enfin ce que vous voulez. Ils en ont plein aussi. Et vous avez aussi du plus classique en tout genre, avec juste une brique à ajouter côté de votre projet React, votre projet Angular, votre projet ce que vous voulez, bien sûr, et ça marche extrêmement bien. Pas besoin de configuration énorme, ça se fait super bien. Mais pour ça, il faut déjà l'installer. Alors, déjà, on va initialiser un projet. On va faire du npm init, donc projet, enfin le basique. J'ai tout laissé par défaut, de toute façon c'est pour un projet de démo. Donc on garde le nom, la version, etc. etc. Il nous montre le package zone qu'il a généré. Et maintenant, eh ben, on va faire la même chose pour Supabase. Alors, je vais utiliser, déjà on va l'installer, npm i pour install Supabase. Donc on va rejeter dans les dépendances. Donc si on va dans le package zone, il va être ajouté. Allez, voilà, Supabase donc en 1.148, si vous voulez la date à laquelle je fais la vidéo. Et donc on va maintenant initialiser le projet pour Supabase. Alors pour ce faire, c'est à peu près similaire, à ceci près que je vais utiliser npx et pas npm. En fait, ça permet d'exécuter une librairie exécutable, dans le cas de Supabase ça marche. Euh, donc, comme je viens de la télécharger, elle est en cache en local, donc elle n'a pas besoin de retélécharger à chaque fois, etc. Et je vais lui demander init, tout simplement, comme npm. Donc il nous demande si on veut faire du deno. Alors deno, c'est pour exécuter du TypeScript directement. Parce qu'actuellement, la plupart des projets sont faits en TypeScript, vont être transpilés, vont être générés pour faire du JavaScript et être exécutés en JavaScript. Donc on pourrait l'exécuter en Deno directement. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas forcément. Là, j'ai fait un projet, je lui ai dit que c'est un index.js qui était le main, donc le fichier principal. Bon, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Donc, on va faire sans Deno. Et donc, qu'est-ce qu'il a créé? Donc, pour initialiser Supabase, il a créé deux choses. Donc, déjà, il a créé un dossier Supabase et il a créé deux choses. Le config.toml, ou toml, il y a plein de noms différents pour prononcer le toml. Donc il note le project ID, donc il a repris le nom de mon dossier, le nom du projet sur lequel je suis actuellement. On peut y voir, donc il y a une API qui peut être configurée, la base de données, le do pooler, donc c'est pour optimiser les appels à la base de données. Du real time, ça c'est très pratique parce que officiellement beaucoup comparent Supabase à Firebase, c'est le Firebase open source qui est assez puissant pour ça. Du studio, donc ça c'est pour éditer nos requêtes en live. En fait, on va avoir une interface similaire du PHP-MyAdmin si vous avez déjà fait du PHP par exemple. Assez complet et assez pratique d'ailleurs. Et vous avez du storage, vous avez de l'authentification, vous avez. Alors, petite astuce, en local, moi j'ai tendance à désactiver le double confirm changes. C'est juste pour avoir beaucoup moins d'informations en local. Bien sûr, en preview, prod, pré-production, staging, etc., etc., ça reste tel quel, donc on va quand même tester avec le comportement de la production dans tous les cas. Mais en local, voilà, on squeeze un petit peu pour accélérer les choses. Ça pourrait être assez lourd de faire les éléments sans arrêt. Tac. Voilà, bon, à chaque fois, il faut avoir le mail. Et donc après, bon, c'est pareil, c'est l'authentification avec les envois d'SMS, les envois de tout genre. Un petit peu d'analytics, ça mange pas de pain. Ça reste une API, donc il faut savoir ce que ça passe. À chaque fois, vous avez les différents ports, donc c'est toujours pratique de savoir comment les utiliser. Bref, je passe sur les configurations, il y en a beaucoup. C'est surtout utile quand vous en avez besoin et c'est assez ponctuel en réalité. Là, du coup, la configuration par défaut suffit souvent très largement. Et donc, le dossier SID. Alors, le dossier SID, c'est souvent mal compris de ce que ça veut dire. En fait, c'est là pour insérer des données pour que vous puissiez tester
vous, en local. C'est pas fait pour être exécuté par exemple, en production. C'est fait donc typiquement pour vous créez un profil, vous créez des profils de test, vous créez des éléments, du contenu pour que votre site soit pas vide quand vous vous connectez en local. Alors pour l'instant la base de données elle est vide, donc on va avoir du mal à faire des insertions, mais c'est pas grave. De toute façon on va avancer dans les commandes que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer le npm start, alors, le Supabase start, mais on va avoir une erreur et c'est prévu. Hop là, Supabase start. Donc en fait ce qu'on nous dit là, c'est utilise la configuration Toml pour pour lancer le serveur Docker qui tourne derrière. Donc là ce qu'il me dit c'est zut, il y a déjà un projet qui tourne, il y a déjà un projet qui tourne et qui utilise ce port. Donc il me propose la commande justement Supabase stop. Donc très bien, c'est la deuxième commande que je voulais montrer. Donc npx encore, hop, et on va couper l'autre projet pour lancer le nôtre. Donc il est en train de stopper le Docker qui tournait pour faire tourner tout ça, et donc il faisait tourner toutes les configurations que je vous montrais à ce niveau-là. Donc ça prend trop de temps, je vais couper, c'est pas grave, mais voilà, normalement la coupure est relativement simple. Et donc maintenant qu'il a coupé, le port devrait être disponible, sachant que j'aurais aussi pu changer tous les ports du projet et ne pas avoir de problème aussi. On va lancer. Donc là, il va charger donc le Docker. J'ai déjà l'image Docker en local, donc il n'y a pas à avoir à tout retélécharger. Ça, c'est la première fois, ça prend du temps, comme toutes les images Docker, mais une fois que c'est fait, c'est assez rapide. Il y a quand même pas mal de petites notions à faire. Il va initialiser ici le projet de zéro. Il va faire pas mal de petites choses. Donc là, il initialise le Docker en lui-même. Du go through. Plein de belles choses. Là, il exécute carrément le site, donc là, c'est-à-dire qu'il a fini de lancer. Donc il exécute le site, bon, qui était vide, donc c'était au moins assez rapide à lancer. Là, il nous lance le Supabase Real Time, donc c'est pour faire du temps réel. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez faire un chat, si vous voulez faire même du collaboratif. C'est extrêmement puissant. Ça évite de sortir du Socket.io, de sortir des choses comme ça. C'est déjà fait. Comme ça, c'est très pratique. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il rajoute pas mal de petites choses, du function, parce qu'il peut faire du headless function, donc il peut faire des fonctions à charger à la volée. Ce qui permet, entre autres, de ne pas avoir besoin de faire un back-end. En fait, Supabase peut nous gérer une très grosse partie qu'on n'a pas besoin d'intégrer côté de nos back-end à nous. Et la plupart du temps, en fait, on fait juste de la reconversion, on manipule les données, En fait, si on s'y connaît un petit peu en PostgreSQL, on peut, alors pas tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses, et on peut même aller très loin si vous avez une base de données extérieure. Alors pire que ça, si on a une API extérieure, par exemple, je sais pas, je veux me connecter à l'API de Trello, bah, pas de problème. Je vais virtuellement créer une table qui va appeler Trello, enfin l'API de Trello, pour récupérer les données et les récupérer sous forme de tableau Postgre. Et ce qui fait que j'ai juste à requêter en SQL, alors que derrière, c'est plugué sur des API extérieures. Ça peut être mis en cache, ça peut faire plein de choses comme ça. Donc et pour le coup, vous n'avez toujours que votre API uniquement, et vous pouvez tout requêter, tout lier, tout machin. J'ai encore du mal à savoir tout ce qu'on peut faire, tellement c'est extrêmement violent. Mais ouais, ça permet d'aller très 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 loin. Alors, il a fini, parce que je parle, mais ça finit. Donc il nous donne plein de choses. Déjà, il nous donne les URL d'accès. Donc là, en l'occurrence, bon, je suis en local, donc forcément sur 27.0.0.1. Le loopback. Vous avez une API GraphQL. Pour des gens comme moi qui adorent GraphQL, c'est toujours bien. Bien sûr, les deux sont compatibles. Enfin, compatibles. Les deux sont disponibles plutôt. On peut se connecter directement à la base de données. Si vous avez un client, un client Postgre, c'est quand même pratique pour pouvoir manipuler vos données directement. Après, le studio fonctionne très bien aussi. D'ailleurs, vous avez le studio avec le port qui va bien. Le InBucket, donc ça c'est plutôt pour du stockage, ça j'en parlerai à peine, mais c'est intéressant à savoir que ça existe. Le JWT Secrets, donc ça c'est bon, il est très moche, mais c'est juste pour générer en fait vos JWT. On a besoin d'une clé unique et secrète. Donc là, elle est très secrète vu qu'elle est publiée, vu qu'elle est affichée. Mais bon, c'est que pour moi, donc ça va. L'anon key, alors ça c'est extrêmement sympa. C'est la clé publique
je peux copier cette clé côté du client et c'est ça qui va me permettre de faire des appels directement à Supabase depuis mon front et de requêter mon Supabase directement. Donc c'est ce qui va me permettre de faire une authentification et de me générer les bons tokens derrière qui vont pouvoir me permettre d'accéder un peu plus loin dans les API. Et la Service Wall Key, elle me permet pour mon back-end d'avoir des droits admin sur les requêtes. Sachant que la non-key, comme c'est juste une clé qui me permet d'accéder aux éléments publics, une fois que je serai authentifié, je n'aurai accès qu'à certains éléments selon les niveaux de permission que je pourrais configurer. On peut configurer des tables pour ne pas être disponible côté public, par défaut ça va être le cas, mais on peut lui dire, tiens, telle personne qui a tel rôle a le droit à ça, telle personne qui a tel rôle a le droit à ça, telle personne qui a tel rôle a le droit en lecture et pas en écriture. Ou alors il a le droit qu'à avoir que des éléments qui ont une clé X dedans. Et on peut limiter comme ça énormément. Typiquement, par exemple, un truc tout bête, vous faites un blog, et ben l'auteur a le droit de modifier son post, mais les lecteurs ont le droit de lire uniquement. C'est mieux. Si tout le monde peut le modifier, c'est vrai que c'est des failles qui sont très courantes et c'est assez facile à configurer, donc autant ne pas s'en priver. Passons à ça. Donc on va maintenant aller voir. Est-ce que je vous montre la commande d'abord? Alors oui, c'est vrai que c'est une commande qui est extrêmement pratique. Vous avez manipulé le terminal et vous avez plus l'info. Mince. C'était quoi la non-key? Je l'avais pas copié. Ah bah c'est dommage. Et ben vous avez le Supabase statue. Et il va vous redonner tout simplement. Et voilà. C'est extrêmement pratique. Donc d'ailleurs au passage, il me note que mes analytics sont coupés. C'est bon à savoir si j'en avais besoin, pas typiquement. Mais voilà, le Supabase, quand j'ai commencé Supabase, je l'ai cherché cette commande, je ne l'ai pas trouvée, la doc ne la mentionnait pas forcément, c'était compliqué, et donc j'étais obligé de tuer mon serveur pour le relancer, pour récupérer les éléments. Bon, ça se fait assez vite quand même, mais c'est très bon à savoir, et de toute façon, au début, vous allez en avoir besoin, parce qu'il y a forcément une URL que vous êtes... C'était quel port déjà, je ne vais pas chercher dans la configuration. Supabase statue, et c'est parti. On va aller voir du côté du studio. Euh, donc, ça, c'est le studio dont je parlais. Donc, interface assez complète, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Le but, c'est pas de tout voir, et de toute façon, on n'aurait pas le temps. On va déjà faire, on va aller dans le table éditeur, parce que l'intérêt premier de Supabase, ça reste sa base de données. Donc, je vais vous montrer rapidement comme les schémas, parce que c'est assez important. Il y a tout ça de schémas créés de base. Alors les schémas, pour faire simple, c'est des regroupements de tables, justement, avec des permissions et compagnie. Et par exemple, vous avez l'un des plus importants qui est le hôte, qui va contenir toutes les tables, donc sécurisées, parce que même moi, là, j'ai pas accès, pour lister les utilisateurs. Bon, pour l'instant, elle est toute neuve, donc il n'y a pas d'utilisateur, mais on va retrouver donc l'ID, l'instance ID, beaucoup d'éléments, et tout ça c'est automatiquement géré par Supabase. Je n'ai pas à m'en soucier, enfin je vais quand même m'en soucier un petit peu, mais je vais surtout réutiliser les ID. C'est-à-dire que là, si j'ai un utilisateur, je peux me baser sur l'ID de l'utilisateur et le mettre dans mes tables à moi pour y faire référence, mais pas plus. J'ai pas besoin, en fait, toute authentification est déjà gérée. Et j'ai des métadatas que je peux utiliser pour aller un peu plus loin, mais là on va un peu plus loin dans la technique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table, une simple table. Voilà, il me propose par des endroits. Notamment, on parlait de blog tout à l'heure. Hop, blog. Alors le RLS, c'est justement ce que je vous parlais, c'est qu'on peut donner des permissions à la table. Je vais l'activer, ça vous montrera à quel point ça peut être compliqué niveau des migrations, enfin compliqué. En réalité, c'est assez simple, mais ça rajoute pas mal de volume parce qu'on va donner des droits d'accès. D'ailleurs, on donne la documentation qui va bien. On peut aussi dire si c'est une real time ou pas. Et ce qui vous permet de la synchroniser en fait le réalisateur et de maintenir la synchronisation en direct. Il nous a créé les ID, enfin les aimants minimum, c'est à savoir un ID unique. Alors je me baserai pas forcément sur ce genre de choses, moi j'aime bien il est où l'UID à minima. Voilà, on peut aussi nous proposer directement du random. Hop. Donc un random UID par exemple, qui marche très bien. On peut même utiliser, enfin on peut tout utiliser on va dire. Il est primary, enfin c'est la clé primaire. Le created at,
très important de l'avoir, enfin, c'est pas non plus critique, mais toujours intéressant de savoir à quelle date a été créé tel. J'ai plus le nom pour le SQL, zut. Cette ligne, voilà. En français. Et souvent, moi, ce que je regarde aussi, c'est l'updated at. Donc, à quelle date ça a été mis à jour. Intéressant à avoir en fait pour avoir un suivi minimum. Je ne demande pas à avoir toutes les mises à jour, mais la dernière et la création, ça permet de savoir est-ce que la valeur est très vieille ou pas, et est-ce qu'elle a été mise dernièrement à jour. Si oui, ça peut être souvent ça la cause d'un bug. On va juste mettre allez, un nom, par exemple, name. On peut choisir parmi pas mal de types différents. Là, on est même un peu plus large que pas mal de Postgre, donc c'est assez pratique. J'ai du texte, moi, voilà. On va prendre assez large. Et puis on va lui dire qu'il est, bon, il est pas unique, il est pas nullable. Il me faut forcément une valeur. Nullable, ça veut dire est-ce que je peux avoir, ne pas avoir de valeur du tout. On peut aussi spécifier un tableau. Ça, c'est moins, enfin, moins pratique, un peu dangereux aussi, mais ça peut être pratique quand même malgré tout. Et avec ça, je vais écrire lequel. Voilà. Donc là, ce que c'est que on voit en haut que je suis, enfin je suis à gauche sur le blog, que j'ai bien ID created at name. On peut d'ailleurs insérer des valeurs si on veut. Donc là, ça va générer automatiquement. Et alors bien sûr, il m'enverra des erreurs si je ne respecte pas les règles. Donc il a bien généré l'ID à la volée. Il m'a rajouté le now de la date de maintenant. Et il me rajoute le texte, bien sûr, que j'ai demandé. Voilà. Alors, il faut que je reprenne mes notes parce que celui-là va être marrant. Donc là, j'ai créé côté de la base de données locale enfin ma migration, ma structure que je voulais. Maintenant, il faut que je crée une migration. En gros, la migration, elle sert à quoi? Ça va être un script qui va définir comment créer la structure que j'ai faite, la table que j'ai ajoutée, pour que d'autres développeurs qui récupèrent mon code puissent ajouter ce schéma en fait, enfin c'est cette table à leur propre base. Alors c'est ce qu'utilise une migration. C'est ce qu'on va appeler du schema first. Non, du model first. Je confonds toujours les deux, c'est une horreur. En gros, la question, c'est est-ce que c'est le code qui pousse les mises à jour de la base de données ou est-ce que c'est la base de données qui pousse vers le code? Là, notre bon rôle, c'est qu'on va avoir toutes les mises à jour depuis le code. C'est notre repository qui fera foi. Donc c'est pour ça qu'il est très important de committer avec ces migrations les changements. Comme ça, n'importe qui peut l'utiliser et c'est pas une base de données qui est commune à tout le monde. Donc pour ce faire, c'est une commande qui est peut-être un petit peu longue. C'est pour ça que je vais m'aider par une pense bête. Parce que je l'utilise fréquemment, mais en fait, je me fais des alias. Donc là, ça fait longtemps que je l'avais pas écrit manuellement. Alors, je vais utiliser use migra qui va donc me générer la migration. Et je vais surtout lui donner. Je peux lui donner un nom migration. Je ne suis pas totalement obligé, mais ils peuvent aussi mettre la date du jour. Mais c'est sympa d'avoir au moins la signification de la migration. Typiquement, là, c'est add blog table. Et surtout, ça va me permettre de vous montrer une astuce. Je me suis trompé sur use migra. Zut. Alors, attendez. Et oui, forcément. Moi, je voulais utiliser le diff pour faire les différences entre les deux. Il me manquait un mot-clé. Comme quoi, le copier-coller, ça marche pas. Il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Voilà, comme je dis, j'utilise souvent des alias, donc je ne me soucie plus forcément de ça, mais ça fait du bien de revenir aux sources pour justement réavoir ces bêtes, tout simplement. Alors, il me crée les petites choses, et on va avoir un dossier en plus qui va s'appeler Migrations. De toute façon, je vous reprends dès que c'est fini. Alors, ça a pris quelques secondes de plus parce que c'était la première fois que je lançais et puis j'ai eu une petite erreur qui était toute bête. Alors, normalement, ça marche bien. Là, ça m'a fait une petite erreur parce qu'il manquait le dossier Migrations et il n'avait pas les permissions de création. Donc, il a essayé de créer directement et donc j'ai tout simplement rajouté le dossier Migrations et il a pu générer. Ça va me permettre d'expliquer très rapidement quelque chose, le principe des Shadow Database. Parce qu'en fait, pour faire un différentiel, ce que j'ai demandé, c'est Shadow, DB, diff, donc j'ai demandé le différentiel de la base de données, mais en fait il est obligé d'avoir deux bases de données. Et il fait la différence entre les deux. En fait, le Shadow Database, c'est justement celle qui n'est pas à jour, pour pouvoir faire la différence par rapport à celle qui est à jour en local, et de pouvoir vous dire, voilà, c'est ça en plus, ça en moins.
Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la comparaison des deux données qu'il y a, et il a repéré qu'il y avait tout ça de changé. Alors, et je vais pas tout lire, hein, ça ne sert pas grand-chose. Tout ça, ça va être, tout ce que je vous montre, c'est justement les permissions d'accéder enfin, on va définir voilà que le service role, donc d'où le service role key, avait accès à tout. L'authentification, enfin les personnes authentifiées ont accès à ça. Et celles qui sont de l'Anon, donc l'Anon c'est justement la clé publique, donc tout le monde là peut appeler tout ça. Donc c'est assez rare par exemple qu'on laisse accès en écriture. C'est voilà. Mais on peut l'enlever. Bien sûr. Ce sera sûrement fait pareil. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a surtout rajouté ici notre la table blog. La table blog qu'on avait créée ensemble. Avec, en définissant la primary key, en définissant ici le RLS, Row Level Security. Ça, je ne l'avais pas forcément rappelé celui-là tout à l'heure. Et on va faire, donc, là maintenant, on a vu comment l'écraser, comment récupérer le script pour pouvoir le commit. Mais je vais vous montrer une autre astuce. Si j'en crée un autre, alors en fait, si j'aime pas créer directement par l'interface, alors il faut savoir que l'interface, on peut aussi avoir un SQL Editor et carrément insérer, faire ce qu'on veut directement. Donc on peut aussi, si on veut faire vraiment du SQL, on peut y aller manuellement aussi. Mais je peux vouloir le faire manuellement ici. Alors, on va enlever tout ce qui est lié au RLS. Et on va dire mon blog. Voilà, on va l'appeler le blog 2. Et comment je fais pour exécuter ça? Eh ben, il y a plein de méthodes. L'une des plus simples, ça reste. D'ailleurs, on va même encore faire mieux que ça. Je vais copier ça. Hop. On va carrément lui demander de le créer pour nous. Alors, pour créer une migration manuelle, voilà, dans un premier temps. Donc npx toujours, Supabase. On est. Alors maintenant, ça va pas du diff, ça va être on taper les migrations directement. Et donc on veut faire new. Et ici, manual script, manual blog, allez. Donc il va créer voilà, le manual blog. Je colle mon script. Donc ça, c'est un élément que j'ai manuellement. Mais il n'a pas été exécuté. C'est-à-dire que si je retourne directement, enfin si je retourne dans le studio, si je vais dans les tables, la table bloc 2 n'existe pas. Elle n'existe pas encore. Et c'est là où justement je vais pouvoir vous montrer le Supabase migration. Alors il y a même plusieurs manières de faire. J'en montrer un que je ne vais pas exécuter. Si je fais Supabase DB start, il va tout réexécuter de 0. Donc là, ça va envoyer une erreur parce que j'ai déjà une migration qui est appliquée et il n'arrivera pas à la réappliquer par-dessus. On est sur du create et pas sur du alter or create. Hein. Donc là, il va avoir une erreur si je exécute ça. Donc moi, ce que je veux, c'est pas tout réexécuter, mais je vais vous montrer ça après parce que ça va être intéressant malgré tout. Donc moi, je veux appliquer une seule migration. Et donc, si je fais un Supabase Migration Up, qu'est-ce que j'ai écrit? Supabase. Ah oui. D'où l'intérêt d'avoir du npx, c'est que j'ai pas configuré pour appeler directement les exécutables qui vont bien. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Donc on va mettre pop-up, voilà. Tac. Donc là en fait c'est qu'il a été de réappliquer la précédente parce que j'ai pas fait dans le bon ordre. On va faire un truc, c'est que je vais montrer la suivante, ça va marcher aussi. Donc si je fais du npx Supabase et reset, c'est très pratique de venir réinitialiser la base de données et de réappliquer uniquement les migrations et le seed. Là, est-ce que je m'amuse à récupérer ça? Parce qu'en fait, là, comme j'ai déjà une donnée dans le blog, ça pourrait être intéressant de l'extraire. Ouais, non, on va laisser pour l'instant. En gros, on pourrait la mettre, la règle d'extrait, la mettre dans le seed pour être exécutée après coup. On va pas le faire pour l'instant, de toute façon, je vais m'arrêter bientôt là. On est déjà à combien Oui, on est déjà à 24 minutes. Oh la vache je parle. Donc npx, d'ailleurs, c'est pas reset, parce qu'on va avoir le db reset.
Là, je veux réinitialiser la base de données. Comme je vous dis, il y a plein d'autres services. Donc, je ne vais pas réinitialiser tous les services, je vais juste réinitialiser celui de la base de données. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer les données qui existent. Donc, je vais avoir la table qui va disparaître. Qui, voilà, là, elle a disparu. Pour être recréé, il va réexécuter toutes les migrations et le site qui va bien. Donc là, le site va être vide. Mais pour le coup, ça va faire disparaître le blog que j'ai créé tout à l'heure. Donc il apply, voilà, les deux migrations ont été envoyées, le seed a été exécuté, et donc normalement là, si je reviens sur public, j'ai bien mon blog, et d'ailleurs j'ai bien pas accès, enfin le RLS est disabled sur le blog 2, donc personne, ça va être accès uniquement via pas la none, mais justement, le service key, le service role key. Donc en tant qu'administrateur, je pourrais changer, mais personne d'autre ne pourra le faire, elle n'apparaîtra même pas. Et donc, bah, j'ai perdu la ligne que j'avais écrite, tout simplement parce que là, j'ai tout réinitialisé. Bah avec ça, en fait, quand vous relancez votre base de données, quand vous faites un npm start, ça va justement appliquer à chaque fois vos migrations. Si vous avez un doute, vous faites un reset complet. Dans tous les cas, là, avec toutes les commandes que je vous ai montrées, hop, bon, on a quelque chose à l'écran quand même. Normalement, vous devez pouvoir commencer assez sereinement un projet avec Supabase. Alors, je ne vous ai pas montré après comment l'utiliser directement, mais ce sera l'objet de prochaines vidéos. Et bah pour le coup, je pense que c'est assez duré. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!